On va chercher des brasseurs, me dit ma rédactrice en chef. Elle a bien raison. Mais ceux qui savent, savent. Et ils sont là. Thibaut, monsieur le maître, est avec nous. On est très très content de re-accueillir sur la scène liquide Rav van Pottelberg, l'ambassadeur de chez Driefontein. Enfin, maintenant tu es officiellement l'ambassadeur à Omnivore. On va t'installer une petite maison à Omnivore. On était ensemble au Touquet, tu es ici. On aime Driefontein d'amour, on aime la gueuse d'amour et on est tellement content à chaque fois de pouvoir en reparler. Tu nous as apporté des très belles quilles. On va goûter plusieurs choses. Comme à chaque fois qu'on parle de la gueuse, nous en Belgique, on sait ce que c'est, mais on a toujours besoin de réexpliquer un petit peu aux autres comment c'est fait et ce que c'est. C'est une bière très particulière, faite d'une façon tout à fait différente des autres bières. Oui, évidemment. Merci pour l'invitation, comme toujours. On fait lambic. Lambic, c'est la bière qu'on brasse. Et ça, c'est le style qu'on brasse. Et après, avec lambic, on peut faire la gueuse ou la crique. On va goûter plusieurs choses des meilleurs prochains. Et c'est une bière typiquement pour la région bruxelloise. C'est fortement lié à la ville de Bruxelles, dans la vallée de la Seine. Et la Seine, c'est la rivière qui flotte sous Bruxelles. Et cette Seine, c'est grâce à cette rivière qu'on a un microclimat où les levures et les bactéries pour brasser cette bière, ils sont parfaits dans cette région-là. Donc c'est une bière qui est fermentée spontanée, donc on n'ajoute rien, pas de levure, c'est tout naturel. Et après, on fait des longs élevages sur fût de chêne. Donc pour moi, c'est une bière qui n'a rien à voir avec une bière classique, entre guillemets, qui est parfois beaucoup plus proche dans la façon de production du vin et surtout le vin nature. Donc c'est très intéressant avec les longs élevages dans fût de chêne, la refermentation dans la bouteille comme du champagne et la fermentation spontanée comme certains vins naturels, bien sûr. Le lambic, déjà, c'est une boisson qui est très importante dans l'histoire de Bruxelles. C'était une boisson qu'on trouvait partout, dans tous les bars. Il y a même une tradition d'avoir son lambic, de l'assembler soi-même. Tout ça, ça avait un petit peu disparu il y a quelques années, même presque complètement. Oui, donc la culture de lambic à Bruxelles au Xe siècle, c'est incroyable. Il y avait deux styles de producteurs. Il y avait les brasseurs qui étaient des vrais artisanaux. Et après, il y avait les coupeurs de gueuses qui avaient un café ou un restaurant, qui étaient des chefs ou qui avaient un café et qui avaient quelques barriques dans leur cave. Et pendant la journée, ils étaient en train de mélanger et assembler leur lambic pour faire une gueuse. Et après, ils les servaient dans leur café ou de leur restaurant. Ça, c'était un peu la culture. Mais on voit, après la Deuxième Guerre mondiale, que le lambic et la gueuse devient de moins en moins populaire parce que les goûts changent, les gens n'aiment plus l'acidité ou l'amertume, et c'est plutôt la génération de sucre qui vient aussi, et des pils aussi. Donc on va dans les années 50, 60, 70, 80, 90, que le lambic, c'est en train de disparaître. Et dans les années 90, il y a le pire de pire, il y avait encore 2 ou 3 producteurs dans toute la région, la vallée de la Seine, qui étaient encore actifs. Donc c'était presque extingué, comment on dit ça en français? Éteint, disparu. Éteint, voilà, c'est ça. Et donc, c'est très grave. Heureusement, on voit une renaissance depuis fin années 90, 2000, une renaissance de ce style de bière qui est un style incroyable, on va goûter tous ensemble, avec beaucoup de culture et beaucoup de valeurs gastronomiques aussi, parce qu'on est sur l'acidité, on n'a pas sur l'amertume comme beaucoup de bières. Donc, on est vraiment sur l'acidité avec beaucoup d'arômes. Avec la gueuse, c'est la base, mais après, j'ai aussi les griottes sauvages et des raisins aussi. Donc, ça apporte vraiment toute la complexité d'un certain fruit qu'on utilise sur le lambic. Et ça, avec l'acidité, ça amène beaucoup de valeurs gastronomiques et on met à corps, bien sûr. On va revenir sur ça, parce que la gueuse, effectivement, il y a tout un tas de variations avec des fruits et avec la crique qu'on connaît tous, mais qui est souvent très dévoyée, très mal faite. Mais je reviens sur cet aspect gastronomique. C'est vrai que c'est beaucoup. En fait, c'est quelques chefs qui ont aussi fait renaître la gueuse, parce que c'est parfait avec la nourriture. Ça s'accorde avec beaucoup de mets. Il y a une légèreté, une acidité qui permet d'aller même sur des viandes, par exemple. Oui, c'est incroyable parce que c'est si versatile, la gueuse. Et la gueuse, c'est un apéro parfait parce qu'on a sur l'acidité. Donc, ça va donner un peu ça va ouvrir l'estomac avant qu'on va à table. Mais après, on peut parfait le mettre en accord avec des huîtres, par exemple. On a sur l'acidité un côté minéral iodé qui est là aussi.
C'est un très bon passe-partout pour les fromages. Par exemple. Et après, on a les griottes sauvages qu'on peut mettre sur du chocolat ou même sur des volailles. Donc, c'est très versatile. C'est très versatile à utiliser dans la gastronomie ou dans la cuisine en général. On va chercher des brasseurs, me dit ma rédactrice en chef. Elle a bien raison. Mais ceux qui savent, savent et ils sont là. Thibaut, monsieur le maître, est avec nous. On est très très content de re-accueillir sur la scène liquide Rav van Pottelberg, l'ambassadeur de chez Driefontein. Enfin, maintenant tu es officiellement l'ambassadeur à Omnivore. On va t'installer une petite maison à Omnivore. On était ensemble au Touquet, tu es ici. On aime Driefontein d'amour, on aime la gueuse d'amour et on est tellement content à chaque fois de pouvoir en reparler. Tu nous as apporté des très belles quilles. On va goûter plusieurs choses. Comme à chaque fois qu'on parle de la gueuse, nous en Belgique, on sait ce que c'est, mais on a toujours besoin de réexpliquer un petit peu aux autres comment c'est fait et ce que c'est. C'est une bière très particulière, faite d'une façon tout à fait différente des autres bières. Oui, évidemment. Merci pour l'invitation, comme toujours. On fait lambic. Lambic, c'est la bière qu'on brasse. Et ça, c'est le style qu'on brasse. Et après, avec lambic, on peut faire la gueuse ou la crique. On va goûter plusieurs choses des meilleurs prochains. Et c'est une bière typiquement pour la région bruxelloise. C'est fortement lié à la ville de Bruxelles, dans la vallée de la Seine. Et la Seine, c'est la rivière qui flotte sous Bruxelles. Et cette Seine, c'est grâce à cette rivière qu'on a un microclimat où les levures et les bactéries pour brasser cette bière, ils sont parfaits dans cette région-là. Donc c'est une bière qui est fermentée spontanée, donc on n'ajoute rien, pas de levure, c'est tout naturel. Et après, on fait des longs élevages sur fût de chêne. Donc pour moi, c'est une bière qui n'a rien à voir avec une bière classique, entre guillemets, qui est parfois beaucoup plus proche dans la façon de production du vin et surtout le vin nature. Donc c'est très intéressant avec les longs élevages dans fût de chêne, la refermentation dans la bouteille comme du champagne et la fermentation spontanée comme certains vins naturels, bien sûr. Le lambic, déjà, c'est une boisson qui est très importante dans l'histoire de Bruxelles. C'était une boisson qu'on trouvait partout, dans tous les bars. Il y a même une tradition d'avoir son lambic, de l'assembler soi-même. Et tout ça, ça avait un petit peu disparu il y a quelques années, même presque complètement. Oui, donc la culture de lambic à Bruxelles au Xe siècle, c'est incroyable. Il y avait deux styles de producteurs. Il y avait les brasseurs qui étaient des vrais artisanaux. Et après, il y avait les coupeurs de gueuses qui avaient un café ou un restaurant, qui étaient des chefs ou qui avaient un café et qui avaient quelques barriques dans leur cave. Et pendant la journée, ils étaient en train de mélanger et assembler leur lambic pour faire une gueuse. Et après, ils les servaient dans leur café ou de leur restaurant. Ça, c'était un peu la culture. Mais on voit après la Deuxième Guerre mondiale que le lambic et la gueuse devient de moins en moins populaire parce que les goûts changent, les gens n'aiment plus l'acidité ou l'amertume et c'est plutôt la génération de sucre qui vient aussi et des pils aussi. Donc on va dans les années 50, 60, 70, 80, 90 que le lambic c'est en train de disparaître. Et dans les années 90, il y a le pire de pire, il y avait encore 2 ou 3 producteurs dans toute la région, la vallée de la Seine, qui étaient encore actifs. Donc c'était presque extingué, comment on dit ça en français? Éteint, disparu. Éteint, voilà, c'est ça. Et donc c'est très grave. Heureusement, on voit une renaissance depuis fin années 90, 2000, une renaissance de ce style de bière qui est un style incroyable, on va goûter tous ensemble, avec beaucoup de culture et beaucoup de valeurs gastronomiques aussi, parce qu'on est sur l'acidité, on n'a pas sur l'amertume comme beaucoup de bières. Donc on est vraiment sur l'acidité avec beaucoup d'arômes. Avec la gueuse, c'est la base, mais après j'ai aussi les griottes sauvages et des raisins aussi. Donc ça apporte vraiment toute la complexité d'un certain fruit qu'on utilise sur le lambic. Et ça, avec l'acidité, ça
ça amène beaucoup de valeurs gastronomiques et on met à corps, bien sûr. On va revenir sur ça parce que la gueuse, effectivement, il y a tout un tas de variations avec des fruits et avec la crique qu'on connaît tous, mais qui est souvent très dévoyée, très mal faite. Mais je reviens sur cet aspect gastronomique. C'est vrai que c'est beaucoup. En fait, c'est quelques chefs qui ont aussi fait renaître la gueuse parce que c'est parfait avec la nourriture. Ça s'accorde avec beaucoup de mets. Il y a une légèreté, une acidité qui permet d'aller même sur des viandes, par exemple. Oui, c'est incroyable parce que c'est si versatile, la gueuse. Et la gueuse, c'est un apéro parfait parce qu'on a sur l'acidité. Donc, ça va donner un peu de... Ça va ouvrir l'estomac avant qu'on va à table. Mais après, on peut parfait le mettre en accord avec des huîtres, par exemple. On a sur l'acidité un côté minéral iodé qui est là aussi. C'est un très bon passe-partout pour les fromages, par exemple. Et après, on a les griottes sauvages qu'on peut mettre sur du chocolat ou même sur des volailles. Donc, c'est très versatile. C'est très versatile à utiliser dans la gastronomie ou dans la cuisine en général. Bon, je vais poser une question qui fâche, ou en tout cas, il y a une chose qu'il faut qu'on dise, c'est que malheureusement, il y a la gueuse, la vraie, oude gueuse, comme Driefontein. Il y a quelques autres très très bons producteurs qu'on connaît aussi en France. Et puis après, il y a des gueuses qui ne sont pas des gueuses, en fait, qui ne sont pas des vraies oude gueuses. Il y a des criques aussi qui ne sont pas des vraies criques, avec du sirop dedans, des choses comme ça. Chez Driefontein, c'est que naturel. Oui, donc comme je viens d'expliquer, après la Deuxième Guerre mondiale, santé tout le monde. Merci pour venir. Ça, c'est la gueuse classique Cuvée Montgaston, notre gueuse signature. Donc, c'est mis en bouteille, je vais regarder, en décembre 21. Donc, c'est déjà presque 2 ans en bouteille. Donc, pour retourner sur votre question, PO, c'est après quand la vraie gueuse et la vraie lambic étaient presque disparues, on voit qu'il y a un style beaucoup plus industriel qui vient. Qui attire un public beaucoup plus grand, beaucoup plus commercial. Il faut savoir que tous nos lambics et tous nos gueuses pour Driefontein, ils ne sont pas filtrés et pas pasteurisés. Donc c'est une bière vivante. Les levures et les bactéries qui sont dans votre verre, ils sont encore actifs. Donc c'est une bière vivante. Mais donc on ne peut jamais avoir de sucre résiduel parce que tous les sucres résiduels vont être mangés par les Brettanomyces, les levures typiquement de Bruxelles. Mais si on le pasteurise, si on le filtre, comme beaucoup de producteurs plus industriels, beaucoup plus grands que nous, on peut rajouter du sucre, des sirops. Ils travaillent plus de vrais fruits, mais vraiment des fruits, des sirops, comme vous dites. Et là, on va voir une crique ou une gueuse beaucoup plus doux, beaucoup plus industriel, et c'est une boisson morte. Et c'est complètement un autre style de le nôtre. C'est pas bon. Et puis c'est pas de la gueuse. C'est pas à moi à dire. Ici, là, le travail sur ces lambics-là, quand on veut faire du lambic, on ne peut pas le faire n'importe quand. Tu l'évoques, les Brettanomyces bruxellensis, elles ne vivent pas à n'importe quelle température, elles n'aiment pas quand il fait trop chaud, par exemple. Il y a une saison des brassins, il y a une température, on ne peut pas tout le temps faire de la gueuse. Non. Enfin, pas tout le temps faire du lambic. La gueuse, on peut faire toute l'année, mais le lambic, on ne peut pas faire toute l'année. Et les Brettanomyces, ils sont là, on était aussi, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ça, c'est le grand problème. Parce que si on va brasser maintenant, c'est hyper chaud, surtout les derniers jours, en été, on va brasser et vous devez savoir comment on brasse. On brasse, on va brasser la bière et après on va mettre tous dans les grands bains ouverts, les bains refroidisseurs, je ne peux pas dire en français, les cool ships comme on dit en anglais. Et là, on va chercher des brasseurs, me dit ma rédactrice en chef. Elle a bien raison. Mais ceux qui savent, savent et ils sont là. Thibaut,
Monsieur le maître, est avec nous. On est très très content de re-accueillir sur la scène liquide Ravn van Pottelberg, l'ambassadeur de chez Driefontein. Enfin, maintenant tu es officiellement l'ambassadeur à Omnivore. On va t'installer une petite maison à Omnivore. On était ensemble au Touquet, tu es ici. On aime Driefontein d'amour, on aime la gueuse d'amour et on est tellement content à chaque fois de pouvoir en reparler. Tu nous as apporté des très belles quilles. On va goûter plusieurs choses. Comme à chaque fois qu'on parle de la gueuse, nous en Belgique, on sait ce que c'est, mais on a toujours besoin de réexpliquer un petit peu aux autres comment c'est fait et ce que c'est. C'est une bière très particulière, faite d'une façon tout à fait différente des autres bières. Oui, évidemment. Merci pour l'invitation, comme toujours. On fait lambic. Lambic, c'est la bière qu'on brasse. Et ça, c'est le style qu'on brasse. Et après, avec lambic, on peut faire la gueuse ou la crique. On va goûter plusieurs choses des meilleurs prochains. Et c'est une bière typiquement pour la région bruxelloise. C'est fortement lié à la ville de Bruxelles, dans la vallée de la Seine. Et la Seine, c'est la rivière qui flotte sous Bruxelles. Et cette Seine, c'est grâce à cette rivière qu'on a un microclimat où les levures et les bactéries pour brasser cette bière, ils sont parfaits dans cette région-là. Donc c'est une bière qui est fermentée spontanée, donc on n'ajoute rien, pas de levure, c'est tout naturel. Et après, on fait des longs élevages sur fût de chêne. Donc pour moi, c'est une bière qui n'a rien à voir avec une bière classique, entre guillemets, qui est parfois beaucoup plus proche dans la façon de production du vin et surtout le vin nature. Donc c'est très intéressant avec les longs élevages dans fût de chêne, la refermentation dans la bouteille comme du champagne et la fermentation spontanée comme certains vins naturels, bien sûr. Le lambic, déjà, c'est une boisson qui est très importante dans l'histoire de Bruxelles. C'était une boisson qu'on trouvait partout, dans tous les bars. Il y a même une tradition d'avoir son lambic, de l'assembler soi-même. Tout ça, ça avait un petit peu disparu il y a quelques années, même presque complètement. Oui, donc la culture de lambic à Bruxelles au Xe siècle, c'est incroyable. Il y avait deux styles de producteurs. Il y avait les brasseurs qui étaient des vrais artisanaux. Et après, il y avait les coupeurs de gueuses qui avaient un café ou un restaurant, qui étaient des chefs ou qui avaient un café et qui avaient quelques barriques dans leur cave. Et pendant la journée, ils étaient en train de mélanger et assembler leur lambic pour faire une gueuse. Et après, ils les servaient dans leur café ou de leur restaurant. Ça, c'était un peu la culture. Mais on voit après la Deuxième Guerre mondiale que le lambic et la gueuse devient de moins en moins populaire parce que les goûts changent, les gens n'aiment plus l'acidité ou l'amertume, et c'est plutôt la génération de sucre qui vient aussi, et des pils aussi. Donc on va dans les années 50, 60, 70, 80, 90, que le lambic, c'est en train de disparaître. Et dans les années 90, il y a le pire de pire, il y avait encore 2 ou 3 producteurs dans toute la région, la vallée de la Seine, qui étaient encore actifs. Donc c'était presque extingué, comment on dit ça en français? Éteint, disparu. Éteint, voilà, c'est ça. Et donc, c'est très grave. Heureusement, on voit une renaissance depuis fin années 90, 2000, une renaissance de ce style de bière qui est un style incroyable, on va goûter tous ensemble, avec beaucoup de culture et beaucoup de valeurs gastronomiques aussi, parce qu'on est sur l'acidité, on n'a pas sur l'amertume comme beaucoup de bières. Donc, on est vraiment sur l'acidité avec beaucoup d'arômes. Avec la gueuse, c'est la base, mais après, j'ai aussi les griottes sauvages et des raisins aussi. Donc, ça apporte vraiment toute la complexité d'un certain fruit qu'on utilise sur le lambic. Et ça, avec l'acidité, ça amène beaucoup de valeurs gastronomiques et on met à corps, bien sûr. On va revenir sur ça, parce que la gueuse, effectivement, il y a tout un tas de variations avec des fruits et avec la crique qu'on connaît tous, mais qui est souvent très dévoyée, très mal faite. Mais je reviens sur cet aspect gastronomique. C'est vrai que c'est beaucoup. En fait, c'est quelques chefs qui ont aussi fait renaître la gueuse, parce que c'est parfait avec la nourriture. Ça s'accorde avec beaucoup de mets. Il y a une légèreté, une acidité qui permet d'aller même sur des viandes, par exemple. Oui, c'est incroyable parce que c'est si versatile, la gueuse. Et la gueuse, c'est un apéro parfait parce qu'on a sur l'acidité. Donc, ça va donner un peu ça va ouvrir l'estomac avant qu'on va à table. Mais après, on peut parfait le mettre en accord avec des huîtres, par exemple. On a sur l'acidité un côté minéral iodé qui est là aussi. C'est un très bon passe-partout pour les fromages.
par exemple. Et après, on a les griottes sauvages qu'on peut mettre sur du chocolat ou même sur des volailles. Donc, c'est très versatile. C'est très versatile à utiliser dans la gastronomie ou dans la cuisine en général. Bon, je vais poser une question qui fâche, ou en tout cas, il y a une chose qu'il faut qu'on dise, c'est que malheureusement, il y a la gueuse, la vraie, oude gueuse, comme Driefontein. Il y a quelques autres très très bons producteurs qu'on connaît aussi en France. Et puis après, il y a des gueuses qui ne sont pas des gueuses, en fait, qui ne sont pas des vraies oude gueuses. Il y a des criques aussi qui ne sont pas des vrais criques, avec du sirop dedans, des choses comme ça. Chez Driefontein, c'est que naturel. Oui, donc quand on va, comme je viens d'expliquer, après la Deuxième Guerre mondiale, santé tout le monde. Merci pour venir. Ça, c'est la gueuse classique Cuvert Montgaston, notre gueuse signature. Donc, c'est mis en bouteille, je vais regarder, en décembre 21. Donc, c'est déjà presque 2 ans en bouteille. Donc, pour retourner sur votre question, PO, c'est après quand la vraie gueuse et la vraie lambic étaient presque disparues, on voit qu'il y a un style beaucoup plus industriel qui vient. Qui attire un public beaucoup plus grand, beaucoup plus commercial. Il faut savoir que tous nos lambics et tous nos gueuses pour Driefontein, ils ne sont pas filtrés et pas pasteurisés. Donc c'est une bière vivante. Les levures et les bactéries qui sont dans votre verre, ils sont encore actifs. Donc c'est une bière vivante. Mais donc on ne peut jamais avoir de sucre résiduel parce que tous les sucres résiduels vont être mangés par les Brettanomyces, les levures typiquement de Bruxelles. Mais si on le pasteurise, si on le filtre, comme beaucoup de producteurs plus industriels, beaucoup plus grands que nous, on peut rajouter du sucre, des sirops. Ils travaillent plus de vrais fruits, mais vraiment des fruits, des sirops, comme vous dites. Et là, on va voir une crique ou une gueuse beaucoup plus doux, beaucoup plus industrielle, et c'est une boisson morte. Et c'est complètement un autre style de notre. C'est pas bon. Et puis c'est pas de la gueuse. C'est pas à moi à dire. Mais... ici, là, le travail sur ces lambics-là, quand on veut faire du lambic, on ne peut pas le faire n'importe quand. Tu l'évoques, les Brettanomyces bruxellensis, elles ne vivent pas à n'importe quelle température, elles n'aiment pas quand il fait trop chaud, par exemple. Il y a une saison des brassins, il y a une température, on ne peut pas tout le temps faire de la gueuse. Non. Enfin, pas tout le temps faire du lambic. La gueuse, on peut faire toute l'année, mais le lambic, on ne peut pas faire toute l'année. Et les Brettanomyces, ils sont là en été aussi, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Ça, c'est le grand problème. Parce que si on va brasser maintenant, ça y est pour chaud, surtout les derniers jours, en été, on va brasser et vous devez savoir comment on brasse. On brasse, on va brasser la bière et après on va mettre tous dans les grands bains ouverts, les bains refroidisseurs, je ne peux pas dire en français, les cool ships comme on dit en anglais. Et là, le mou, il va se refroidir pendant la nuit naturellement. Et là, la première inoculation avec les levures et les bactéries sauvages de notre région, il va se faire à ce point-là. Si on le fait maintenant dans l'été, il y a beaucoup trop d'activités de bactéries et de levures qui vont inoculer aussi, infecter le brassage et ça va détruire le brassage. Ça ne va pas être bon. Donc, on brasse que les jours ou les nuits où il fait plus frais que 10 degrés Celsius. Quand c'est plus chaud, le mou va refroidir beaucoup trop long et on va avoir des mauvaises bactéries et des mauvaises levures. Donc, la saison de brassage pour nous, ça dépend de l'année, c'est plus ou moins fin octobre jusqu'à fin avril. Et là, on brasse à fond. Et après, on va brasser, ça va refroidir dans le cool ship. Et après, le lendemain, le matin, on va mettre dans une barrique fût de chêne. On a des petites de 225 jusqu'à des grands foudres de 7000 litres. Et on va tout mettre dedans. Et dans 1 ou 2 semaines, chaque barrique est différente. La fermentation va commencer. Et la bière reste là pour au moins 1 an, jusqu'à 5-6 ans. Ça dépend un peu qu'est-ce qu'on veut faire avec, bien sûr. Il y a une différence entre les différentes oude gueuses qu'on peut trouver, parce qu'il y a des producteurs comme Driefontein qui sont des brasseurs de lambic et qui font des gueuses. Il y a des gens qui brassent pas de lambic et qui font des gueuses. Non, comment ça se fait et comment ça marche? C'est ça un peu que j'expliquais. Oh là, c'est vivant ça. C'est ça que je voulais un peu expliquer aussi au début. À l'époque, il y avait 2 styles producteurs. Il y avait les brasseurs et il y avait les coupeurs de gueuses. Et les coupeurs n'étaient pas des professionnels, entre guillemets. Ce n'était pas leur vrai métier. Leur vrai métier était avoir un café ou être cuisinier dans leur restaurant.
Et c'est ça un peu la culture à Bruxelles en 19e siècle. Chaque café à Bruxelles ou chaque restaurant à Bruxelles, ils avaient 2, 3, 10, 15, 20 barriques de lambic dans leur cave. Et pendant la journée, ils étaient en train d'assembler leurs gueuses. Le soir, ils les servaient dans leur café et de leur restaurant. Ça, c'était la culture bruxelloise de lambic. Mais ils ne brassaient pas. Maintenant, on a vraiment les deux styles de producteurs, il existe encore. On a les brasseurs comme nous, Driefontein, ou comme Cantillon à Anderlecht, ou comme Beaune à Lembeek. Et après, on a les coupeurs qui ne brassent pas, mais qui achètent le mou qui est fermenté dans leur barrique. Comme par exemple De Cam ou Hanses ou Tilquin, qui ne brassent pas eux-mêmes, mais ils achètent le mou comme, c'est pas la même chose, mais comme un négociant presque. Mais c'est pas la même chose, mais bon. Ils l'achètent souvent, pas tellement chez Driefontein. Le plus gros producteur, si je me trompe pas, c'est Lindemans. C'est Lindemans, Ouais. qui est pas c'est pas le même travail. On peut le dire aussi. Chez leur travail de base, c'est pareil. C'est juste qu'est-ce qu'ils font après, c'est autre chose. C'est pas à moi de dire que c'est bon non, ou pas. Non, mais, c'est moi qui dis ça. Et ce que je veux dire par là, c'est que Driefontein, vous vous êtes inscrit, comme Cantillon, si on veut comparer, à une autre brasserie, dans l'exigence, l'authentique, la nature. La qualité, c'est hyper important pour nous. Donc on ne travaille que sur la tradition, que sur la qualité. Nos produits de base sont très importants. Si on travaille par exemple avec nos céréales, tous nos céréales depuis 5 ans, ils sont tous travaillés autour de la brasserie. On a un réseau de 12 paysans qui poussent le orge et le froment pour nous. Max 20 km autour de la brasserie, tout naturel, tout bio, et toutes des vieilles races, des vieilles variétés de orge et de blé qui sont presque disparues après l'industrialisation de l'agriculture dans les années 50, 60, 70. Donc ça, c'est pour nous très important. Vous pouvez maintenant... on est parti, bien, ça a commencé. Merci. Ben, je te laisse dire parce que c'est exceptionnel. Au début, on a goûté notre gueuse, c'est notre bière, c'est notre fierté, c'est la base, c'est le cuvier Montgaston. Donc c'est une gueuse, c'est un assemblage. Lambic de 1 an, lambic de 2 ans, lambic de 3 ans. Lambic de 1 an, il y a encore de Riesdewell dedans. Les levures sont partout et ça va tirer une réfermentation dans la bouteille. Et ça dure 3 ans et demi pour faire cette bière-là, une gueuse, une vraie gueuse de Driefontein. Après, on fait le Scarbeck Creek. Les creeks, c'est des griottes. Et le Scarbeck Creek, c'est une vieille variété de griottes sauvages, origine autour de Bruxelles et autour de Bruxelles. Et c'était aussi presque disparu autour de 2000. Et on est en train de replanter cette vieille variété qui était presque disparue. Et là, on fait une macération d'1 an sur le fruit, mais aussi le noyau. Et la complexité de cette bière vient de noyau. Le noyau, ça apporte vraiment un peu de la menthe, un peu de marsepain, un peu de pain d'épices. Et ça donne une complexité qui est incroyable, combinée avec l'acidité et après le côté fruité et aussi un peu crémeux. C'est une bière assez complexe et encore très jeune parce qu'il faut savoir que les lambics en général, les gueuses et les criques, et surtout ceux de Driefontein, sont des bières de garde et ils peuvent se vieillir jusqu'à 20 ans sans problème. Voilà. La température de service est extrêmement importante. Ça se boit vraiment pas trop froid une gueuse, sinon on la casse. On peut même les boire presque à température de cave. Ouais, c'est le pas mieux quand même. C'est vraiment la température parfaite. Pour moi, je traite mes gueuses comme je traite un vin. Donc une gueuse, je vais servir à 12 ou même 14 degrés, comme un vin un peu puissant, comme un bourgogne qui a vu un bourgogne blanc qui a vu un peu du bois, que toute la complexité peut sortir. Quand c'est trop froid, on va perdre la complexité. Pareil avec le Scarbeck Creek, si on va servir à 7 degrés, on va rien goûter. Donc on a besoin d'une certaine température, et température de cave pour nous c'est parfait. Tous les lambics qu'on sert chez nous dans la tasting room, qui est ouvert tous les jours chez nous. Pas tous les jours, mercredi à dimanche. Vous êtes toujours tous bienvenus, juste dehors Bruxelles. Et ils sont tous servis directement du CAF. À Bersel, juste à côté de Bruxelles. Sud Bruxelles. Très joli coin. L'histoire de Driefontein, on a eu la première, la cuvée Armand et Gaston. C'est pas pour rien qu'il y a ces deux prénoms. C'est pas le hasard. Ouais. C'est une histoire, et une histoire qui a failli s'arrêter parce que Armand de Belder, c'était presque fini, et puis vous avez fait renaître Driefontein. Ouais. C'est un peu comme je parlais de l'année 90 quand le lambic était presque disparu. C'est grâce à, entre autres, Armand de Belder, notre pater familias, qui est décédé l'année passée, il y avait 70 ans.
c'est grâce à lui que Lambic a survécu. Et c'est grâce à lui qu'on est encore ici aujourd'hui. C'est lui qui a fait Driefontein. Et c'était aussi, comme je disais, à Driefontein, à l'époque, c'était un coupeur de gueuses qui ne brassait pas. Et c'est Armand qui était surtout un cuisinier. Il avait un restaurant et il était en train de mélanger et s'assembler ses gueuses pendant la journée. Mais c'était surtout un cuisinier. Mais c'est grâce à lui qu'on est ici aujourd'hui. Et c'est un petit hommage. Et Gaston, c'est son père qui a repris le restaurant dans les années 50. C'est grâce à eux qu'on est ici aujourd'hui. Et ils ont fait beaucoup pour le lambic en général. Donc c'est notre hommage à Armand et son père aussi, Gaston. Moi, j'ai connu Armand au moment où ses frigos avaient pété, où il avait perdu quasiment toute sa bière et tout 2009, ça. ouais. Quand vous êtes revenu, quand la nouvelle équipe de Driefontein a repris tout ça en main, on ne savait pas où ça allait. On peut dire maintenant, allez, Raph, honnêtement, je crois que tous les amateurs du bière, on a vu ça. Vous avez fait ce qu'on attendait, c'est-à-dire que vous avez vraiment fait renaître Driefontein, qui est aujourd'hui encore plus loin que ce qu'Armand avait pu faire avant. Parce que vous avez réussi à grandir, à asseoir la brasserie, à revenir au lambic, à garder une qualité et même à l'augmenter. Tu vas nous parler des créations, des choses que vous êtes en train de faire. Il y a aussi des toutes nouvelles gueuses que vous êtes en train d'inventer aujourd'hui avec les raisins, avec tout ça. Ça, c'est grâce à Michael et Werner, les deux propriétaires maintenant. Surtout à Michael qui est un peu le fils spirituel d'Armand. Armand n'avait pas d'enfant et il a commencé à travailler chez Armand. Moi, j'étais pas là, en 2010, et il a tout appris d'Armand. Et c'est lui qui fait encore, qui est le chef du production et le chef de toute la brasserie. Et c'est grâce à lui qu'il a continué le boulot d'Armand et dans la même philosophie d'Armand. C'est devenu un peu plus grand, mais toute la philosophie qu'on travaille sur la qualité et les assemblages, c'est vraiment basé sur la philosophie d'Armand. C'est très important pour nous parce que sans lui, il n'y a pas de Driefontein. Donc c'est vraiment dans ces philosophies qu'on continue. Et c'est pas facile pour Michael de continuer sur la philosophie d'une personne si charismatique et si presque légendaire d'Armand. Si tu as rencontré Armand, c'est quelqu'un de très charismatique, c'est un personnage. Donc c'était pas facile à continuer son boulot, mais je pense que Michael et Werner, ils ont fait ça très bien. J'ai vécu une scène en Italie assez particulière un jour où Armand de Bell est rentré dans un bar à bière de spécialistes de la bière et tous les gens debout se sont levés et l'ont applaudi. Parce que tout le monde l'a reconnu. C'était quelqu'un, tu l'as dit, c'était une légende. Driefontein est parfois moins connu en France que Jean et les camarades francophones de Bruxelles. Mais à l'international, on le sait, c'est incroyable. La Driefontein, c'est devenu presque un objet de spéculation. Nous, on la boit en Belgique à des prix très raisonnables, mais quand on va dans un bar à Stockholm ou à New York, on la voit parfois à des prix pas possibles. Comment vous gérez ça, cette spéculation qu'il y a autour? Parce que c'est pas ce que vous voulez faire. Non, pas du tout. C'est pas facile parce que c'est comme certains vins, il y a de spéculation et on n'aime pas. On préfère de mettre de certains cuvées, si on peut, de mettre un peu plus de bouteilles sur le marché. Ça va baisser un peu le prix. Mais parfois, il y a juste le problème qu'on fait certains cuvées qui sont vraiment... On ne fait pas beaucoup. Juste une barrique, par exemple, de certains Zenifronteras qu'on fait sur les barriques des Jerez, d'Andalousie, en Espagne. Parfois, on fait juste un micro-cuvée une barrique parce que c'est tellement bon. Ouais, on a 400 bouteilles, ouais, c'est la vie. On essaye de les guider un petit peu, mais au final, on ne peut pas contrôler, c'est dommage. C'est comme certains vins, mais c'est la vie. Ce travail sur les vieillissements, il s'élargit beaucoup ces derniers temps. On connaît les Zenifrontera, c'est une des cuvées exclusives mythiques anciennes, mais il y en a d'autres avec des raisins. Tu peux nous expliquer ce que vous faites avec des cépages, comment ça se passe? Donc, je vais ouvrir le nouveau Blaufränkisch. On travaille beaucoup, on est tous des grands amateurs de vin et de vin nature. Comme je disais, pour moi, le lambic, c'est un peu le missing link entre bière et vin. Parce que c'est une bière, mais c'est fait beaucoup plus sur une production de vin. Donc, de plus en plus, on travaillait avec des vignerons en direct. Et avec des vignerons reconnus en Autriche, en Allemagne, en France, en Italie, en Suisse. Et maintenant, on travaille vraiment, on achète des raisins ou le mou de raisin, ça peut être les deux. On achète chez eux et on fait des macérations sur le lambic. Pour moi, le lambic, ça peut être une canvas blanche qui va absorber toujours les goûts d'un